Bonjour les amis de la Résistance, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, pays de l'Uruguay, pays de Beauce, avec le syndicat Gilets jaunes, avec d'autres collègues Gilets jaunes. Nous sommes à Bastille, nous sommes le 20 novembre 2021 et nous sommes avec le citoyen André Bellon, ancien député socialiste Alpes de Haute-Provence, c'est ça? Pendant 12 ans, polytechnicien, administrateur de l'INSEE pendant 45 ans et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et marseillais aussi. Et, et président de l'association pour une constituante.fr. Le thème, c'est les partis politiques. Vous les avez connus de l'intérieur, et pas qu'un peu. C'est quoi? Ça sert à quoi et à qui? Et l'interview va être faite par notre collègue de la Beauce. Bonjour André Bellon. Bonjour. Donc voilà, on va en ces temps de campagne présidentielle ou de pré-campagne présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est de revenir à l'essentiel. Donc on va commencer par la première chose. Donc c'est quoi un parti politique? Alors je pense que vous parlez des machins qui occupent l'espace politique en ce moment. Hein. Et les médias. Bon, pas du principe que pourrait être un parti politique, c'est-à-dire une association de citoyens qui sont associés dans un but social particulier. En toute transparence, avec des mandats impératifs. Non mais les partis politiques, tels qu'ils sont aujourd'hui, appelons un chat, ce sont des appareils pour faire élire un président de la République. D'accord. Et c'est la conséquence d'un système institutionnel qui fait que la clé de voûte de tout le débat politique, c'est l'élection présidentielle. Du coup, tout autre débat est secondaire. Donc, oui, il sert à amuser la galerie éventuellement, mais l'essentiel, c'est on fait élire qui? Le problème étant qu'une fois qu'il est élu, comme il n'y a aucune garantie contre lui, parce qu'il peut y avoir dissolution de l'Assemblée, mais il ne peut pas y avoir dissolution du président. Exactement. Et oui, non mais ça aussi, c'est un changement institutionnel majeur. Bon. Dans l'histoire de la République, au départ, il y avait bien l'idée que les partis, c'était des associations de citoyens. Bon, point final. Bon. Et il y a des gens... Normalement, représentaient une idéologie. Qui représentaient un projet, en tout cas. Bon. Des principes, donc une idéologie, des principes et un projet. Et il y a des gens qui ont très bien défini ça. Moi, je cite souvent Léon Gambetta, qui me paraît un personnage assez important dans le début de la Troisième République. Bon. Cela étant, on n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a toujours des citoyens qui cherchent à faire des associations dans un but politique et social. Mais si on veut répondre à la question que vous évoquez, c'est-à-dire c'est quoi un parti, on ne peut pas éviter la question des institutions. Parce que sinon, c'est quoi un parti dans le cadre des institutions? Mais donc c'est un appareil pour fabriquer un président de la République. Bon, et c'est pour ça que nous, en tant qu'association pour une constituante, notre idée sur la présidentielle qui arrive est de proposer un bulletin de vote sur lequel il y aura marqué « Moi, je préfère l'élection d'une constituante ». D'accord. Ben oui, on est logique. On est logique. Parce qu'on pense qu'il faut dépasser cette question-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres institutions. Mais ce qui veut dire aussi que nous respectons les citoyens, et en particulier, parce que je sais que ce débat existe dans des tas d'endroits, le suffrage universel, mais pas tel qu'il est exprimé par ce système, mais tel qu'il doit se reconstituer autour d'un autre système qui reconnaît la souveraineté du peuple. Donc là aujourd'hui, on se situe, si on décrit ce que vous venez de dire, en fait, on a des écuries qui les partis, c'est uniquement ça aujourd'hui. Leur poulain pour avoir le pouvoir, oui, et derrière un pouvoir qui masque les réels enjeux, les réels pouvoirs qui sont encore bien au-dessus, la finance, l'oligarchie qui est derrière et qui mène les ficelles. Donc là, on perd complètement le pouvoir par le peuple pour le peuple. Et donc c'est là. Ça, il y a un certain temps que la question ne se pose plus vraiment en ces termes. Bon, mais une autre question qui se pose avec maintenant le président actuel, c'est que si je reprends l'article 3 de la Constitution actuelle, la souveraineté nationale appartient au peuple,
Hein, c'est bien marqué dans l'article 3. Bon, ça veut dire nation, peuple. Alors que veut dire souveraineté européenne, qui est le thème favori du président actuel? Oui, mais notre président actuel, il a été Young American Leader, il est Young Global Leader, et donc on connaît ses origines. Donc, non, mais on sait pourquoi. On peut avoir des doutes sur sa volonté de servir la nation. On peut critiquer le président actuel sur des tas de trucs, on pourra en rajouter encore pas mal. Il n'empêche que le concept de souveraineté européenne n'a pas de sens dans le cadre institutionnel théorique. Bien sûr. Ah, c'est tout. Qui finance les partis politiques? Parce que ce sont quand même, on voit Solferino, c'était un beau bâtiment. Hein. Est-ce que c'est les cotisations des adhérents ou comment ça se passe en fait? Eh bien, théoriquement, alors d'abord il y a eu beaucoup de changements. Hein. À l'origine, c'était chaque parti a ses cotisants et ses financiers. Après, il y a eu la question qui me paraît d'ailleurs assez légitime, que tout ça soit transparent, mis sur la place publique et qu'on sache exactement qui paye quoi. Bon, ça c'est pas absurde pour le coup. Bon. Le problème c'est quand il y a eu financement public, moi je ne suis pas sûr, je vois bien pourquoi on l'a fait, je ne suis pas sûr que ce soit un progrès. Parce que d'une certaine façon, c'est un système extraordinairement conservateur. Parce qu'on finance ceux qui existent et ne peuvent exister que ceux qui sont financés. Donc on tourne en rond. Il n'y a pas possibilité de renouvellement dans ce système-là. Et on favorise les gros partis. Parce que et on favorise. Oui, évidemment. C'est conservateur, par nature. Ça coûte cher un parti. Parce qu'il y a les affiches, il y a les camionnettes, il y a les locaux, il y a les permanents, etc. Oui, ça c'est pas donné, oui, effectivement. Et puis il y en a qui ont fait leur profession. Alors après, bon, alors il y a la vérité, c'est-à-dire qu'un parti ça coûte très cher, ça c'est clair. Après, savoir qui vérifie la comptabilité, comment c'est fait, qui finance, etc., etc. Bon. Puis après, il y a la question des élections. Moi, pour avoir été élu quand même plusieurs fois, du moins dans les zones rurales, je suis pas sûr qu'en zone urbaine ce soit tout à fait pareil. Hein. Mais dans les zones rurales, c'est pas très cher. Pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne fait pas d'affiches dans les rues, comme on le fait dans les grandes villes. La deuxième, c'est qu'en général, on ne paie pas les salles parce que les maires mettent la salle municipale à disposition. Donc, de ce point de vue, bon, c'est pas... Il y a une collègue, Brigitte, là, qui nous demande, mais qui finance les grands partis politiques? Quelle banque? Parce qu'on avait vu que Marine Le Pen avait été obligée d'aller gratter un financement en Russie, etc. Ouais. Ceux qui financent les partis politiques, finalement, les tiennent. Et alors, quand eux arrivent à élire un président ou à siéger à l'Assemblée, est-ce qu'ils ne vont pas finalement renvoyer l'ascenseur à ceux qui les ont financés en changeant les lois à leur avantage? Est-ce que ça ne serait pas ça derrière le deal? Alors, honnêtement, d'abord, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que les réponses soient aussi directes que ça. Les liens sociaux, ça ne se décide pas et c'est pas officialisé par des traités. C'est comme ça, il y a des dîners en ville, on se connaît. Il y a le dîner du siècle. Oui. Non, mais on se connaît, mais c'est pas je vais passer dans un coin sombre un accord avec machin. C'est bon, j'ai des relations avec certains, c'est tout. Et ça, il y a un côté social normal et un côté social plus compliqué. Un oligarque qui achète des médias comme Marianne, qui perd de l'argent, qui devrait être en faillite, il fait ça à fond perdu finalement. Mais derrière, on comprend que c'est pour façonner l'opinion publique. Voilà. Mais quand on investit dans un parti politique, est-ce qu'il y a des oligarques qui ont investi? Est-ce que vous avez la data sur des oligarques qui auraient investi dans le parti que vous avez le plus côtoyé, c'est-à-dire le PS, au niveau du financement du PS? Est-ce que vous avez de la data ou ça a été très cloisonné à l'intérieur? Vous parlez anglais là, hein? Est-ce que vous avez de la donnée par rapport au financement du PS ou est-ce que c'était secret très cloisonné et même vous, en tant que député, vous n'aviez pas accès? Moi, j'ai jamais eu accès à ce genre de choses. Moi, les seuls problèmes financiers que j'ai eus, c'est pour mes propres candidatures. Bon, j'en ai parlé à l'instant. En général, il y avait quelques copains qui finançaient un peu. Moi, le reste, ça allait pas très loin. Et puis voilà. Mais par contre, au niveau national, oui, j'ai entendu des trucs. Il y a eu des procès, soit dit en passant. Hein. Si vous vous rappelez, dans les années 80, il y a eu des procès sur les partis. Puis oui. Actuellement, il y en a d'autres sur certaines périodes de RPR, enfin, ou de l'UMP plutôt. Bon.
Donc derrière, c'est le trafic d'armes, c'est le trafic d'influence. On n'a aucune idée. Non, mais Eva Joly, l'Angola Gate, etc. Il y avait quand même des histoires. Alors, oui, droite, bien gauche, sûr. on s'en fout. Hein. On sait très bien que c'est pour diviser le peuple et que derrière, c'est toujours l'oligarchie qui tire les mains. Moi, ce qui me pose plus problème, je ne dis pas que c'est négligeable, c'est question financière. Je dirais que j'ai peut-être tort, hein, et je le considère plutôt comme le produit fatal d'un système qui lui-même est pervers. À savoir, à partir du moment où la seule chose qui compte, c'est l'élection présidentielle, qui coûte alors vraiment un max, hein, il est évident qu'il y aura ces problèmes. Et que donc la question, c'est la cause, c'est pas l'effet. Et la cause, c'est le système qui repose uniquement sur l'élection présidentielle. C'est pour ça que, bon, et nous, si vous suivez notre site, vous allez le revoir pendant pas mal de fois, des articles. Et on a même fait des scénettes. Non à l'élection présidentielle, oui à l'élection de constituante. On a même fait des scénettes avec des copains acteurs qui se renvoient la balle. Oui, tu es sûr faut voir. Enfin bon, les trucs habituels, quoi. Bon, c'est pas les scénarios du siècle, hein, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Non. Au-delà du jeu de pouvoir, est-ce que on peut aussi dire que de par cette élection présidentielle où on a une guerre, on a perdu les idéologies et donc on a une élection sur une personne et que les gens se retrouvent plus dans une idéologie. Bien sûr, la présidentielle, certains disent une course de petits chevaux. Voilà. C'est pas faux. Et donc, par voie de conséquence, c'est celui qui met le plus d'argent sur la table, donc qui a le plus de visibilité médiatique, en fait, qui remporte. Alors, il y a le rôle des médias sur lesquels il faudra revenir un jour, mais là, bon, c'est un sujet en soi. Hein. Bon. Moi, je persiste. Ce qui m'ennuie le plus, d'abord, la présidentielle rend fou. Bon. On est d'accord. Alors là, elle rend fou, c'est pas possible. Enfin, regardez le nombre de candidats, moi j'en ai recensé au moins 50. Hein. Bon, en multiplié par le nombre de maires, vous verrez qu'il y a un peu de chance qu'ils soient tous candidats. Bon, mais elle rend fou, et en plus, je persiste à penser, et ça c'est pour moi un sujet fondamental, elle détruit l'idée du suffrage universel. Et c'est pour ça que tellement de gens veulent le remettre en cause. Mais c'est pas la faute du suffrage universel, c'est la faute de la présidentielle. Bien sûr. Qui casse complètement la logique même du suffrage universel, qui fait que chaque citoyen a un rôle. Chaque citoyen est acteur, chaque citoyen est une part de la souveraineté. Alors après, il faut voir comment on l'exprime. Et ça, c'est le problème institutionnel, bien entendu. C'est quoi les institutions? Il faut que... Je pense que ça commence à progresser quand même, cette idée que le fondement de la crise est institutionnel. Bien sûr. Bon, ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Une chose qui a aidé, enfin si je peux dire, c'est le référendum de 2005. Ça, incontestablement, le suffrage universel a été bafoué. Et ça m'énerve quand certains disent, comme il est bafoué, il faut le supprimer. Ben non, justement, il est bafoué, il faut le remettre. Bon. Moi, j'ai fait la campagne contre le traité constitutionnel européen. C'est le plus grand rassemblement populaire que j'ai jamais vu. Extraordinaire. Extraordinaire. Sans doute le plus grand depuis la Libération. Et il y avait des réunions, moi je me rappelle, je cite toujours ça, à Limoges, où on nous avait donné une salle assez pourrie, 1% de la population. On n'a jamais vu ça. Ce qui démontre que le peuple est éminemment politique. Et que, absolument. Quand on nous dit que le peuple ne s'intéresse pas à la politique, ce n'est pas vrai. Quand on lui donne un véritable enjeu, qu'il est conscient qu'il y a un enjeu, il se mobilise. Exactement. Bien sûr, et il ne se trompe pas en général. Vive la souveraineté du peuple. Et on retient une chose, non à l'élection présidentielle et oui à la constituante. Voilà. C'est honneur, les gars.